3, 2, 1, 0. En 1977, la NASA lança les sondes Voyager afin d'explorer les régions externes du système solaire, puis l'espace situé au-delà. À un moment de leur périple, elles rencontrèrent un phénomène pour le moins terrifiant. Un véritable mur de feu, où les températures atteignaient entre 30 et 50 000 degrés. Les sondes ont-elles pu résister à de telles conditions? Vous le découvrirez très bientôt. Par ailleurs, il existe plusieurs manières de définir la limite du système solaire. Selon la première, celle-ci correspondrait à l'extrémité des orbites planétaires. Une autre fait intervenir le nuage de Oort, immense ensemble d'objets glacés situés bien au-delà des planètes et constituant la région la plus éloignée du système solaire. Cette zone se trouve à une distance prodigieuse, peut-être à un quart, voire à la moitié de celle qui nous sépare de l'étoile la plus proche. Pour appréhender de telles échelles, les scientifiques recourent à l'unité astronomique. Une unité astronomique correspond à la distance séparant la Terre du Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. À titre de comparaison, Pluton gravite à une distance comprise entre 30 et 50 unités du Soleil. La limite interne du nuage de Oort serait bien plus lointaine encore, aux alentours de 2000 à 5000 unités, tandis que sa frontière externe pourrait s'étendre entre 10 000 et 100 000 unités astronomiques. De telles distances défient l'imagination. On peut toutefois les exprimer en durée plutôt qu'en kilomètres. La sonde Voyager parcourt près d'1,6 km par jour. À cette vitesse, il lui faudrait environ 300 ans pour atteindre le nuage de Oort, et peut-être 30 000 ans pour en rejoindre la bordure extérieure. Une autre manière de définir la frontière du système solaire repose sur la gravité du Soleil, c'est-à-dire la zone où son attraction demeure suffisante pour ramener des objets vers lui. Enfin, cette limite peut également être envisagée à travers l'héliopause, frontière ultime de l'influence solaire. Le Soleil émet en permanence un flux de particules chargées, appelé vent solaire, qui traverse l'ensemble des planètes et s'étend jusqu'à environ 3 fois la distance de Pluton. Ce vent façonne une immense bulle englobant le Soleil et les planètes, connue sous le nom d'héliosphère. L'héliopause correspond au bord externe de cette bulle, là où le vent solaire entre en contact avec le vent interstellaire issu d'autres étoiles. À cet endroit, les pressions de ces deux vents s'équilibrent, forçant le vent solaire à se replier et à s'écouler le long de la traîne de l'héliosphère. En se déplaçant dans l'espace, celle-ci engendre un arc de choc, comparable à la vague formée à l'avant d'un navire en mouvement. Ainsi, selon que l'on définisse sa limite par les planètes, le nuage de Oort, la gravité solaire ou l'influence magnétique du Soleil, le système solaire peut s'étendre sur des distances très différentes. Toutefois, si l'on s'intéresse aux sondes Voyager, celles-ci ont bel et bien rencontré un phénomène d'une intensité remarquable, que l'on pourrait qualifier de mur de feu. Une chaleur extrême et des températures fulgurantes. Les deux sondes sont ainsi devenues les premiers engins spatiaux à quitter l'héliosphère et à franchir l'héliopause. Avant que les sondes Voyager n'atteignent l'héliopause, les scientifiques ignoraient avec précision l'emplacement de cette frontière. Le fait que les deux engins l'aient traversé à des distances différentes a toutefois permis de confirmer certaines prévisions relatives à sa position. Les chercheurs supposaient en effet que la limite de l'héliosphère pouvait se déplacer en fonction des variations de l'activité solaire, à l'image d'un poumon qui se dilate et se contracte au rythme de la respiration. Le passage de Voyager 1 et de Voyager 2 à des distances distinctes correspondait pleinement à cette hypothèse. L'héliopause ne constitue ni une limite rigide ni un mur solide, mais l'expression mur de feu décrit pourtant assez fidèlement la nature de cette région extrême. Les deux sondes y ont mesuré des températures exceptionnellement élevées, de l'ordre de 30 000 à 50 000 degrés Celsius. Malgré ces valeurs insensées, les engins sont restés intacts. Dans cette zone, les particules sont très espacées, ce qui rend les collisions rares, et la quantité de chaleur transmise reste insuffisante pour endommager les sondes. Près de 50 ans après leur lancement, Voyager 1 et Voyager 2 continuent de transmettre des données depuis l'espace situé au-delà de l'héliopause. À ce jour, elles demeurent les seules à avoir franchi cette frontière. Ensemble, elles ont déjà permis de réaliser plusieurs découvertes intrigantes sur l'environnement situé hors du système solaire. Ainsi, les mesures du champ magnétique effectuées par Voyager 2 ont confirmé un résultat précédemment observé par Voyager 1. Passé l'héliopause, les lignes du champ magnétique s'alignent avec celles présentes à l'intérieur de l'héliosphère. Avant l'arrivée de Voyager 2, les chercheurs ne disposaient que d'une seule série de mesures, ce qui ne permettait pas de déterminer si cet alignement relevait d'un phénomène réel ou d'une simple coïncidence.
Voyager 2 a établi que cet alignement est authentique. Les champs magnétiques situés de part et d'autre de l'héliopause semblent ainsi s'étendre parallèlement. Ces observations fournissent aux chercheurs des informations sur la structure et le comportement de l'espace au-delà du système solaire. Examinons maintenant de plus près le programme Voyager lui-même, composé de 2 engins, Voyager 1 et Voyager 2. Bien que Voyager 2 ait été lancé le premier en août 1977, Voyager 1 décolla seulement 2 semaines plus tard sur une trajectoire plus rapide et plus directe. Ces 2 sondes parcourent sur le cosmos depuis plus de 40 ans, explorant des mondes que l'humanité ne foulera jamais, du moins dans un avenir proche. Les 2 sondes Voyager sont quasiment identiques. Chacune possède une grande antenne parabolique de 3,60 m, utilisée pour renvoyer les données vers la Terre. Elles disposent également de 16 propulseurs, permettant de contrôler leur orientation et de maintenir les antennes pointées vers notre planète. Les propulseurs utilisent un carburant spécial à base d'hydrazine, tandis que l'électronique est alimentée par des générateurs thermoélectriques fonctionnant au plutonium. Chaque Voyager embarque 11 instruments scientifiques, dont environ la moitié ont été conçus pour l'étude des planètes. La plupart de ces instruments sont désormais éteints, comprenant plusieurs caméras, spectromètres et 2 expériences radio. Au cours de leur périple prolongé à travers le système solaire, les sondes Voyager ont capturé des dizaines de milliers d'images et relevé d'innombrables mesures. Ces informations ont profondément enrichi notre compréhension des planètes extérieures. À l'approche de Jupiter, elles nous ont offert une première observation détaillée de l'atmosphère de la géante gazeuse. Il en est ressorti que la grande tache rouge constituait une tempête colossale, tournant dans le sens anti-horaire et interagissant avec de plus petites tempêtes alentour. Les sondes ont également mis au jour un anneau ténu et poussiéreux autour de Jupiter. L'exploration de ces lunes révéla des volcans actifs sur Io, des formations linéaires sur Europe suggérant un océan dissimulé sous la glace, et confirma que Ganymède est la plus grande lune du système solaire, dépassant même Titan, satellite de Saturne. Les sondes poursuivirent ensuite en survolant Saturne. Elles analysèrent l'atmosphère de la planète et étudièrent en détail ses célèbres anneaux, mettant en évidence des lacunes et des ondulations toujours observables aujourd'hui. Voyager 1 parvint à percer l'épaisse brume de Titan et suggéra que cette lune pourrait abriter des hydrocarbures liquides à sa surface, hypothèse confirmée plus tard par d'autres missions. La sonde découvrit également 3 nouvelles lunes en orbite autour de Saturne: Atlas, Prométhée et Pandore. Après Saturne, Voyager 1 poursuivit sa route hors du système solaire, tandis que Voyager 2 se dirigea vers Uranus. Elle y découvrit 11 nouvelles lunes ainsi que 2 anneaux. La sonde observa aussi des caractéristiques inhabituelles, dont le champ magnétique singulier d'Uranus et une différence de température étonnamment faible entre son équateur et ses pôles. La dernière étape planétaire de Voyager 2 fut Neptune, atteinte 12 ans après son départ de la Terre. La sonde y identifia 6 petites lunes ainsi que des anneaux entourant la planète. Elle étudia l'atmosphère et le champ magnétique de Neptune et observa des manifestations volcaniques sur Triton, sa plus grande lune. Par la suite, Voyager 2 rejoignit Voyager 1 dans sa progression vers l'espace interstellaire. Voyager 1 y entra en août 2012, suivi par Voyager 2 en novembre 2018. Ces missions ont permis aux scientifiques d'estimer la limite de notre système solaire à environ 16 milliards de kilomètres du Soleil. Les sondes continuent encore aujourd'hui de transmettre des données sur cette région énigmatique. À noter qu'après ces visites planétaires, Voyager 1 a pris la célèbre photographie de la Terre, le point bleu pâle, depuis environ 5,9 milliards de kilomètres. Aujourd'hui, Voyager 1 se trouve à près de 25 milliards de kilomètres de la Terre, tandis que Voyager 2 en est à environ 21 milliards. Chaque sonde Voyager embarque un disque en or, conçu comme une capsule temporelle de la Terre à destination d'éventuelles civilisations extraterrestres. Leur face supérieure indique comment les lire, présente une carte situant la Terre et le schéma d'un atome d'hydrogène. Ces disques sont plaqués d'uranium, dont la désintégration peut servir à dater leur fabrication. Ils contiennent 115 images montrant la Terre, les humains, les animaux, les plantes et le système solaire, ainsi que des sons naturels comme le bruit des vagues et le chant des oiseaux, des salutations en 55 langues, des ondes cérébrales et un ensemble musical allant de Beethoven à Chuck Berry, en passant par des chants traditionnels.
20 août 1977, la mission spatiale la plus ambitieuse de l'histoire a décollé de la Terre. L'objectif principal de Voyager 2 était d'étudier de près le système solaire externe. Cela a été rendu possible par un alignement rare de planètes. Voyager 2 était censé étudier toutes les géantes gazeuses du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les astronomes espéraient aussi qu'elle serait capable de trouver et d'explorer le bord du système solaire. Comme Voyager 2 a été construite pour les voyages interstellaires, la sonde a été équipée d'une grande antenne de 4 mètres de large, permettant à la sonde d'envoyer vers la Terre les données qu'elle recueillait. Pendant son voyage, la sonde spatiale a découvert une 14e lune de Jupiter. Voyager 2 est le seul vaisseau spatial à avoir étudié les 4 planètes géantes de près. C'est aussi le premier objet fabriqué par l'homme à être passé devant Uranus, où il a découvert 2 nouveaux anneaux et 10 nouvelles lunes. Voyager 2 a aussi survolé Neptune et a détecté sa grande tache noire. Il s'agit d'une tempête tournoyante colossale dans l'hémisphère sud de la planète. La tempête a la taille de la Terre et se déplace à une vitesse de 2400 km/h. Ces vents sont les plus forts jamais enregistrés sur une planète du système solaire. Dans l'histoire de l'exploration spatiale, seuls 5 vaisseaux ont réussi à quitter l'attraction gravitationnelle du système solaire. Il s'agit de Pioneer 10 et 11, Voyager 1 et 2 et New Horizons. Les humains lancent des milliers d'objets dans l'espace. Ces objets surmontent facilement la gravité de la Terre, mais le Soleil est environ 300 000 fois plus massif que notre planète. C'est pourquoi son attraction gravitationnelle est bien plus difficile à combattre. Plus impressionnante encore, Voyager 2 est le 2e objet fabriqué par l'homme dans l'histoire à avoir atteint l'espace entre les étoiles après avoir traversé l'héliosphère. C'est une bulle de champ magnétique et de particules produite par le Soleil et qui protège le système solaire. 2 ans après son lancement, Voyager 2 a commencé à transmettre les premières images de Jupiter. La sonde spatiale a fourni aux scientifiques des informations indispensables sur Io et Europe, 2 des plus grandes lunes de Jupiter. Puis la mission spatiale est passée à côté de la géante gazeuse elle-même. La distance entre le vaisseau spatial et la planète était d'environ 650 000 km. C'est alors que la sonde a remarqué des changements dans la forme et la couleur de la grande tache rouge. Il s'agit d'un énorme système de tempêtes à longue durée de vie, comme un ouragan sur Terre, mais beaucoup plus grand. 2 ans plus tard, Voyager 2 a atteint Saturne. Elle a découvert des rayons et des irrégularités dans certains des anneaux de la planète. Alors que la sonde volait derrière et au-delà de la géante gazeuse, elle a traversé le plan des anneaux de Saturne. À ce moment-là, la vitesse de Voyager était d'environ 13 km/s. Pendant plusieurs minutes, la sonde a été frappée par des milliers de grains de poussière de la taille d'1 micron. Cela n'a cessé de modifier la direction de la sonde et ses jets de contrôle ont dû se déclencher plusieurs fois pour stabiliser l'engin. Après avoir exploré Uranus et Neptune, Voyager 2 s'est ensuite dirigé hors du système solaire. Ces instruments ont été mis en mode faible puissance pour économiser de l'énergie. En août 2007, la sonde a passé le choc terminal. C'est la frontière qui marque la limite extérieure de l'influence du Soleil. Là, le vent solaire faiblit. À l'été 2013, la sonde a atteint l'espace interstellaire. Quand il s'agit d'envoyer et de recevoir des signaux dans l'espace, il y a 3 facteurs à garder à l'esprit. La distance, la puissance et le temps. Plus un vaisseau spatial est éloigné, plus un signal doit parcourir de distance avant de l'atteindre. Et plus il faut de temps à ce signal pour rattraper le vaisseau spatial. Et quand il y arrive enfin, il est extrêmement faible. Un autre problème est qu'une fois que le vaisseau spatial est lancé, il ne peut pas être rénové. Il est coincé avec la technologie dont il a été équipé à son décollage. De plus, les sondes spatiales comme Voyager 2 sont alimentées par du carburant radioactif. Lorsque le matériau spécial se désintègre par radioactivité, il dégage de la chaleur, laquelle est convertie en électricité. Malheureusement, plus le matériau se désintègre, moins le vaisseau spatial a de puissance pour recevoir et transmettre des signaux radio. Malgré ce problème, nous n'avons pas encore perdu la connexion avec Voyager 1 et 2. C'est parce que de nouvelles technologies plus puissantes apparaissent sur Terre. Les signaux que l'on envoie peuvent aller beaucoup plus loin qu'avant. C'est pourquoi il a été possible de rester en contact avec Voyager 2, qui est entré dans l'espace interstellaire en 2018 et qui s'est déjà éloigné de la Terre de près de 19 milliards de kilomètres. Mais en mars 2020, la pièce principale de l'équipement qui permettait aux scientifiques d'échanger des signaux avec le vaisseau spatial s'est éteinte. Après l'arrêt des communications avec la sonde, la NASA a passé environ 11 mois à mettre à niveau son Deep Space Network,
et a installé un nouveau matériel. Le DSN est un réseau international d'énormes antennes radio qui aident les astronomes sur Terre à communiquer avec les missions interplanétaires. Ces antennes sont situées en Californie, à Madrid et à Canberra. Celle utilisée pour garder le contact avec Voyager 2 est une antenne de 70 mètres de large à Canberra. C'est le seul équipement capable d'envoyer des directives qui peuvent atteindre la sonde. Cette antenne, connue sous le nom de DSS-43, a commencé à fonctionner en 1972, 5 ans avant les lancements de Voyager 1 et 2. À l'époque, elle ne mesurait que 64 mètres de diamètre. Depuis, l'antenne a subi de nombreuses réparations et améliorations. Mais ces 11 mois ont été les plus longs pendant lesquels l'antenne aura été hors ligne. En octobre 2020, l'antenne était enfin prête pour un essai après toutes les remises à niveau et autres réparations. Les opérateurs de la mission ont envoyé une série de commandes à Voyager 2. Et après plusieurs mois de silence radio, la sonde a renvoyé le signal. La sonde a confirmé qu'elle avait entendu l'appel. Ensuite, le vaisseau spatial a exécuté les commandes. Pendant que l'antenne était hors ligne, les opérateurs de la mission pouvaient effectivement recevoir des données scientifiques et des nouvelles de l'état de Voyager 2. Les astronomes ont continué à recevoir des données de l'espace interstellaire, la région située à l'extérieur de l'héliosphère du Soleil. Mais ils ne pouvaient pas envoyer de commande à la sonde, car elle était trop éloignée de la Terre. L'antenne améliorée a été équipée de 2 nouveaux émetteurs radio, et cela a été fait juste à temps. L'un des émetteurs, qui était utilisé pour communiquer avec Voyager 2, n'avait pas été remplacé depuis presque 50 ans. L'antenne a aussi reçu de nouveaux équipements de refroidissement et de chauffage et d'autres éléments électroniques nécessaires pour supporter les émetteurs avancés. Une chose curieuse à propos du Deep Space Network est que ces antennes radio sont positionnées de manière très précise. Elles sont espacées de manière égale autour du globe. De cette façon, presque tous les vaisseaux spatiaux peuvent rester en contact avec au moins une installation à tout moment. Mais Voyager 2 est une exception. En 1989, elle a effectué un survol rapproché de Triton, la lune de Neptune. C'était la seule rencontre rapprochée que l'on ait eue avec la 8e planète du système solaire et sa lune. À propos, Triton est le plus grand objet connu qui serait né dans la ceinture de Kuiper. C'est un anneau en forme de beignet autour du Soleil, rempli d'objets glacés. Voyager 2 a découvert le système d'anneaux de Neptune et ses minuscules lunes intérieures. La sonde a aussi recueilli beaucoup d'informations étonnantes sur Triton. Par exemple, il est apparu clairement que la Lune était couverte de cryovolcans. Au lieu de cracher de la roche en fusion, ces volcans crachent de la glace composée d'eau, d'ammoniac et de méthane. Lorsque la sonde spatiale New Horizons est passée devant Pluton plus de 25 ans plus tard, elle a découvert le même phénomène sur la planète naine. Quoi qu'il en soit, pour faire ce détour, Voyager 2 a dû passer au-dessus du pôle nord de la géante de glace. Mais cela a modifié la trajectoire de la sonde, la faisant dévier vers le sud par rapport au plan des planètes. Depuis, Voyager 2 se déplace dans cette direction. Et maintenant, la sonde est si loin qu'elle est hors de portée des antennes radio de l'hémisphère nord, celles de Madrid et de Californie. Cela fait de DSS-43, qui se trouve dans l'hémisphère sud, la seule antenne suffisamment puissante et diffusant juste la bonne fréquence pour envoyer des commandes à Voyager 2. Voyager 1, la jumelle de la sonde, qui voyage plus vite, n'a quant à elle pas modifié sa trajectoire. Après être passée devant Saturne, elle a pris un chemin différent. C'est pourquoi aujourd'hui, elle peut facilement communiquer avec les 2 installations de l'hémisphère nord. La mise à niveau dont a bénéficié le complexe de Canberra peut aussi profiter à d'autres missions spatiales, comme par exemple le rover martien Perseverance, qui a atterri sur la planète rouge le 18 février 2021. L'antenne sera également cruciale pour l'exploration d'autres planètes et de la Lune.